Bonjour Alexandre. C'est le contre-interrogatoire de Gilbert Rozon là, qui s'amorcera aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Et j'ai bien hâte de voir quelle sera la position de Gilbert Rozon lorsqu'il sera interrogé par les avocats des demanderesses, parce que ce à quoi on a assisté depuis le début de l'interrogatoire de son avocate, mais c'est pas que une précision des faits, c'est pas que des informations supplémentaires sur des faits allégués qui pouvaient les prouver comme étant faux. C'est une position diamétralement opposée de ce qui est allégué par les femmes qui demandent compensation. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé du tout, du tout, du tout. Rien de tout ce qui lui est reproché n'est arrivé selon les parties de son témoignage qui ont été jusqu'à maintenant par les médias, ou si on était dans la salle de cours. Alors, j'ai hâte de voir comment on va arriver quand quelqu'un dit noir et l'autre dit blanc. Il y a sûrement du gris entre les deux. J'ai hâte de voir comment on va en arriver là. J'ai hâte de voir aussi quelle attitude aura Gilbert Rozon. Monsieur Rozon, qui a dit d'ailleurs, affirmé à plus d'une reprise que Félix, le résultat est largement dû. Félix, on te perd par moment. On va t'appeler, si tu permets, question de bien comprendre l'ensemble de tes propos, parce que tu as tellement raison. On a droit à deux versions qui sont complètement, diamétralement opposées. Et il y a toujours les risques aussi dans un contre-interrogatoire qu'il y a des débordements aussi. Est-ce qu'on va tenter de faire perdre patience à Gilbert Rozon? Félix, je pense qu'on t'a retrouvé. Tu peux poursuivre? Et puis d'un autre geste sur l'affaire Rozon, remarquons aussi que M. Rozon attribue la majorité de ses déboires, entre autres, là, à la médiatisation, donc à la médiatisation d'événements là, qui étaient d'intérêt public, des dénonciations des demanderesses, entre autres. Et Gilbert Rozon, avec les médias, donc dans les corridors du palais de justice, poursuit un peu, c'est-à-dire la défense ou la posture, ou adopte toujours la posture qu'il a devant la salle de cour, et il parle aux médias. Puis il se de plus en plus, hein, Félix? Il parle de plus en plus. Oui, de plus en plus. Depuis 2 semaines, on le voit. Et on dirait que ça fait partie de sa stratégie, d'ailleurs. Donc, et moi, je trouve que c'est une stratégie bien curieuse parce que, d'une part, il fustige les médias pour sa descente aux enfers en les disant presque complices la médiatisation des allégations qui sont pourtant d'intérêt public là, des demanderesses. D'un autre côté, il joue un peu avec tout ça. Sans se rendre disponible, il prête flanc à, commente, il est là, des petits sourires. J'ai bien hâte de voir si l'attitude de M. Rozon avec les médias changera, parce que vraiment, on dirait qu'il se donne un peu en spectacle aussi. Alors, voyons ça, ça donne une semaine très importante au procès. Tu as entièrement raison. Restons dans le domaine judiciaire. C'est l'heure de vérité aussi pour Puff Daddy. Ben oui, parce que le procès le plus suivi probablement du début de ce siècle aux États-Unis, celui de Sean Combs alias Puff Daddy, entre dans une phase très importante, c'est-à-dire que après le témoignage de toutes les personnes qui ont été requises par le ministère public, par la défense, le jury qui a écouté ces témoignages-là, s'est entendu sur 4 chefs d'accusation. Donc, les médias américains rapportent, puis je regardais sur CNN, on le rapportait aussi hier, que les jurés ont informé le juge qui s'était entendu sur des verdicts pour des chefs d'accusation de trafic sexuel, mais pas sur le principal chef d'accusation, c'est-à-dire association de malfaiteurs. Alors, comprenons une chose, quand il y a un procès devant le jury, c'est toujours à peu près la même recette. Le juge, au début du procès, va, j'emploie l'expression, ouvrir la possibilité de verdict en disant, bon, ce que vous avez devant vous, là, c'est le juge, c'est lui qui connaît le droit. Donc, il va dire, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être une agression sexuelle aggravée, ça peut être aussi une association de malfaiteurs, comme dans ce cas-ci, parce que on croit que
il y a une conspiration avec d'autres personnes pour engager des jeunes filles dans des activités de prostitution en vue d'agression sexuelle. C'est là et puis c'est le juge qui décide ça. Et là, aux États-Unis, le jury va s'entendre sur est-ce que nous, ce qu'on entend, ça correspond au verdict possible qu'on nous a dit, aux accusations possibles qu'on nous a permis de remonter. Puis là, c'est ça. On a dit oui pour l'agression sexuelle, mais pas pour l'association de malfaiteurs. Donc, ce que ça fait, c'est que la sentence de prison à vie qui vient, en tout cas avec l'association de malfaiteurs, si Puff Daddy en est déclaré coupable, ça, pour l'instant, c'est rayé de la liste. Alors, je voulais juste te dire, c'est parce qu'on en parle beaucoup de ça, mais oublie pas que les peines consécutives aux États-Unis existent. Alors, Puff Daddy pourrait facilement être condamné à des sentences, à des peines consécutives de 10, 15, 25 ans, 30 ans pour différents chefs d'agression sexuelle. Donc, c'est pas parce que le chef d'association de malfaiteurs disparaît que la sentence, s'il est trouvé coupable de Puff Daddy, ne pourrait pas être très élevée. Il ne pourrait pas croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Transporte-nous maintenant en Italie, Félix, pour nous parler de la lutte de ce groupe de femmes contre la mafia. Oui, je vous laisse avec une petite suggestion si vous voulez aller vous éduquer sur les affaires mafieuses en Italie. C'est un reportage que j'ai vu à France 24 hier de type documentaire que je vous suggère vraiment d'aller regarder. Vous savez, il y a 3 mafias que l'on connaît énormément et dont on parle beaucoup ici, de ce côté de l'Atlantique, puis en Europe aussi. Il y a la 'Ndrangheta, évidemment, la mafia calabraise. Il y a aussi la Camorra, la mafia napolitaine, et la Cosa Nostra, qui est la mafia sicilienne. Puis il y a une 4e mafia qui s'appelle la Sacro Corona Unita. C'est la mafia de la région des Pouilles. On en parle très peu, mais de plus en plus, il faut bien le dire. Et France 24 a fait un fameux documentaire là-dessus d'une demi-heure qui nous place dans la lutte anti-mafia, mais sous le regard des femmes qui l'amènent. Alors, c'est une journaliste qui s'appelle Marilou Mastrogiovanni, qui en est l'un des personnages principaux. Elle dénonce la collusion entre les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques et la mafia. Vous allez dire, il y en a d'autres qui ont fait ça en Sicile avant, puis en Calabre, ils sont payés de leur vie. Oui, mais dans les Pouilles, ça s'était presque jamais fait encore parce que c'est une mafia qui est très peu connue. Donc, elle refait le chemin, Madame Mastrogiovanni, la dénonciation, puis qui est en train, ce qui est pas je dirais pas une dénonciation, mais un travail d'intérêt public journalistique, où elle prouve que cette nouvelle mafia-là a ses mêmes liens avec les groupes culturels plus anciens et criminels. Alors, on va avoir sa participation, mais on aura aussi la participation dans le documentaire de la procureure. Donc, notez que ce sont 2 femmes, la procureure, Madame Mangianelli, et la commissaire criminelle, Madame Di Blasi. Ces 2 femmes-là sont à la lutte contre la 4e mafia, ce que Falcone et Borsellino l'ont été à la lutte contre la Cosa Nostra. C'est presque ça. C'est vraiment intéressant. C'est une mafia qu'on connaît très peu, mais qui a un très, très grand pouvoir économique. Je vous suggère d'aller rattraper ça sur le site de France 24. Merci pour la suggestion, Félix. Bonne journée. Merci. À demain.